bienvenue dans ce cadre inspirant du Jardin des Cimes, où nous organisons une rencontre en avant-première du 33e Salon international du livre de montagne de Passy, qui aura lieu du 11 au 13 août prochain sur le thème de la Manche. Mais comme chaque année, nous organisons des rencontres littéraires au Jardin des Cimes, et nous accueillons ce jour deux magistrats qui ont été saisis par la littérature, Jacques Valleste, qui a été procureur général et qui est essayiste et qui a mis en ouvrage un certain nombre d'affaires qu'il a eu à traiter, et qui s'est fait historien pour rappeler à nos mémoires l'épuration en Haute-Savoie, un livre remarquable dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis nous accueillons également Michel Turc, qui lui était magistrat du siège et qui a écrit un certain nombre de romans, dont l'un parle d'une situation extrêmement tragique, qui est la vie malgré elle de Marie-Louise Sutter, qui parle de ces femmes qui ont été enrôlées de force dans l'armée allemande, et puis son dernier roman, Le photographe, qui se déroule dans un climat de guerre. Donc nous voulions réunir nos deux invités cet après-midi pour parler d'une page sombre de l'histoire de France qui s'est écrite avec beaucoup de larmes et de sang, celle de l'épuration, c'est-à-dire cette période du deuxième semestre de 1944 qui s'étale entre les débarquements en Normandie et en Provence et puis l'armistice qui a été signé en août 1945. Pendant cette période tragique, il y a eu effectivement un certain nombre de bouleversements, des règlements de compte, des revirements de domination, puisque les maquisards et les résistants ont repris la main sur les miliciens qui pâtissaient du repli des troupes allemandes. Il y a donc eu un certain nombre de conflits, d'affrontements, un grand procès au Grand Orient, qui suivait des arrestations qui ont eu lieu essentiellement à Annecy, et puis des condamnations, des exécutions. Donc cette page tragique qui est remarquablement documentée et décrite par Jacques Valleste nous impose de réfléchir sur un certain nombre de points. Premièrement, l'engagement et ce que cela représente avec les conséquences que peut avoir un engagement pour une cause, qu'elle soit bonne ou mauvaise du reste. Le deuxième point, c'est celui de la violence et de la haine, qui peut conduire à des exactions irrémédiables. Et puis le troisième point, c'est celui de la justice et de la façon dont elle doit être rendue. Est-ce qu'elle doit être rendue selon les normes d'un état du droit, ou est-ce qu'elle doit être imposée par la vindicte populaire? Donc voilà, je voudrais poser à Jacques Valleste la question de savoir pourquoi il a choisi ce thème de l'épuration, et surtout qu'il nous remette un peu dans le contexte de l'époque, cette période trouble qui fait suite à plusieurs années d'affrontements entre le régime de Vichy et son armée, la milice, et puis les résistants qui ont suivi l'appel du général de Gaulle et qui se sont engagés aussi dans les suites de la dénonciation du pacte germano-soviétique. Oui, merci Michel, merci de m'inviter dans ce cadre magnifique au pied des montagnes, dans la montagne et au pied des montagnes. Alors, pour répondre à cette question, je suis originaire d'Annecy, j'habite Annecy, et comme beaucoup, ne serait-ce que par les discours de mes parents, j'ai été un peu baigné dans toute l'époque de la guerre, le plateau des Glières, la résistance, tous ces événements qui m'avaient assez marqué. D'ailleurs, je vous en parle dans le livre, quand j'étais gamin, on nous arrivait d'aller nous promener sur le plateau des Glières et on retrouvait des vestiges. D'ailleurs, on ne prenait aucune précaution. On trouvait des chargeurs de stèles, des morceaux de métal, encore au plateau des Glières. On a même retrouvé une grenade qui, heureusement, était une partie qui était détruite, mais on était assez imprudents. Et donc, j'étais un peu baigné dans cela, et dans cette époque, dans cette période qui m'a toujours intéressé à titre personnel, tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale. Et nous avions comme voisin un des membres de la cour martiale qui a jugé les miliciens,
Malheureusement, quand je me suis intéressé à cette affaire, ce monsieur était décédé. Et je m'en veux beaucoup parce que je pense qu'il aurait pu me préciser un certain nombre de choses sur ce qui s'était passé. Et cette affaire, elle m'a à la fois intéressé parce que l'époque m'intéressait, donc de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en tant que magistrat. Pour avoir été juge d'instruction, procureur, je me disais qu'est-ce qu'on aurait dû faire à cette époque, sachant qu'on est encore pendant la guerre, on est en août 44. La fin de la guerre, c'est mai 45, comme vous le savez. Libération de la ville d'Annecy, 19 août. Et comment peut-on rendre la justice à un moment pareil, alors qu'on est dans la fureur de la guerre civile, dans la libération, on sait que les comptes se règlent. Est-ce qu'on peut réellement parler de justice dans ces moments-là? Et je me suis mis un peu dans cette posture de l'ancien juge d'instruction, qu'aurais-je fait moi-même, et sans tomber dans une forme d'anachronisme aussi, en reprochant des années plus tard un comportement que j'aurais été peut-être le premier à mettre en œuvre si j'avais vécu à cette époque. C'est ce qui m'a un peu guidé dans cette affaire, avec l'idée aussi, au-delà de l'histoire, je ne suis pas historien, je n'ai pas la rigueur de l'historien, il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits sur cette affaire, de me mettre plutôt dans la peau d'un juge, sans oublier la dimension humaine. Parce que c'est bien intéressant de parler des actes des uns et des autres, mais de montrer la personne, l'intéressé, le milicien de base, ce qui a pu se passer dans des moments tragiques. Et ce n'est pas une page forcément à l'honneur, à la gloire de la résistance, même si, encore une fois, on est dans un contexte qui se prêtait à cette espèce de vengeance assez terrible. Et enfin, dernier argument, c'est quand même le procès, c'est un procès de l'épuration le plus grand de France, en nombre d'accusés, puisqu'en l'espèce, près d'une centaine de personnes étaient accusées, 97 miliciens exactement. Il n'y a pas eu plus que ce procès en 44, 45, 46. On a jugé 30 personnes, il y a eu un procès à Annecy, un autre à Annemasse, et ailleurs en France, mais pas avec autant d'accusés. Et finalement, cette affaire-là est assez peu connue en dehors des Hauts-Savoyards, et encore, je me disais que ça pouvait être intéressant de la porter à la connaissance d'un public plus large, sachant que les histoires concernant la Seconde Guerre mondiale reviennent souvent dans l'actualité. On parle régulièrement du plateau des Glières, bien sûr, du Vercors, mais les épisodes moins glorieux, ceux-là, on en parle un peu moins. Il y en a eu d'autres. Voilà, c'est ce qui m'a animé, et ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'échanger. Et pour terminer, je voulais simplement dire que c'est une affaire qui laisse des traces encore aujourd'hui. C'est pas si facile de parler de cette affaire. Il n'y a plus de protagonistes vivants de cette époque, tout le monde est décédé. En revanche, il y a encore des descendants, soit du côté résistance, soit du côté milice, qui n'ont pas forcément envie qu'on reparle de cela. Et même au Grand Bornand, où s'est passé ce drame, on ne veut pas trop en parler. D'ailleurs, je n'ai pas été du tout invité, le livre est sorti en début d'année dernière, on ne m'a pas du tout invité pour faire une conférence là-bas, parce que j'ai compris que ça réveillerait des plaies, raviverait des plaies assez fortes, alors qu'aucun habitant du Grand Bornand n'a participé au procès, mais c'est un peu une tâche dans cette période troublée. Et voilà, donc je suis toujours content de pouvoir en parler avec des personnes sous la férule fine et vigilante de Michel Morisseau. Voilà, merci. Est-ce que l'on pourrait rappeler ce qu'était la milice et ce qu'étaient les différents mouvements de résistance qui sont intervenus dans le bassin annécien à cette époque? Oui, alors la résistance a été réunie, comme vous le savez, sous l'action d'ailleurs de Jean Moulin, dont on parle beaucoup actuellement. On a créé en 1944 les FFI, Forces françaises de l'intérieur, qui regroupaient principalement les FTP, d'obédience communiste, et l'armée secrète, d'obédience gaulliste. Sachant que du côté d'Annecy, Thônes, on était plutôt sur une implantation armée secrète, donc gaulliste, et du côté du Chablais et du Faucigny, plutôt une implantation FTP. Et ont été mises en place, été projetées la mise en place à la Libération, et même ça a été adopté à Alger du temps du gouvernement provisoire du général de Gaulle, l'idée de la création de cours martiales composées de résistants. Et là, en l'espèce, 5 résistants, 3 FTP et 2 de l'armée secrète ont composé la cour martiale pour juger les miliciens. Et les miliciens, c'était les adversaires qui étaient
considérés comme pires que les Allemands. Évidemment, les Allemands étaient les occupants. Ils ont d'ailleurs commis beaucoup d'actes terribles en Haute-Savoie, d'exécutions. Mais ceux qui étaient les moins bien acceptés étaient les traîtres, c'est-à-dire des Français étant passés à la cause des Allemands et ayant intégré cette police politique, on va dire, créée en janvier 1943, et qui a pris son envol en courant 1943, et en 1944, c'était l'année de la grande violence de la milice, qui elle-même d'ailleurs avait des cours martiales pour juger des résistants. Et donc les miliciens, et qui étaient en uniforme, étaient composés de gens de la région, mais pas seulement, dont une grande partie étaient des professionnels, on appelait ça la franc-garde, des professionnels engagés, d'une certaine manière avec un comportement très militaire, et également coexistaient des miliciens bénévoles, qui étaient des commerçants et qui pouvaient venir en renfort. Et ceux qu'on a jugés étaient les francs-gardes, c'est-à-dire des miliciens engagés avec des grades, qui, pour beaucoup, avaient participé à des opérations contre la résistance. Un certain nombre avaient participé à l'opération contre les Glières, le maquis, mais aussi beaucoup d'autres affaires qui sont évoquées dans le livre. Et un certain nombre d'entre eux ont commis des exactions, des tortures, des choses comme ça, notamment à la commanderie, qui était le siège de la milice à Annecy. C'est au Marquisat, qui a été détruit. Donc voilà, c'était l'opposition entre la résistance et les collabos, et les pires collabos aux yeux même de la population, hein, ces traîtres violents, parce qu'on sait que la milice, qui avait au départ une ambition d'être la garde rapprochée du régime de Vichy, finalement a été composée en partie d'individus pas toujours recommandables, dont certains étaient attirés par le fait de pouvoir commettre même des exactions. Il y a eu des gens de toutes sortes, même s'il y avait aussi des convaincus, quelques miliciens convaincus, pétainistes, vichistes. Donc il y a eu une espèce de mélange, et cette haine qui a suscité la milice s'est traduite par ce procès très exceptionnel en août 1944. Et il y a eu pendant ces années de guerre une confrontation féroce entre ces deux camps qui ont provoqué donc une véritable guerre civile au cœur même de la guerre. Et il y a eu, lors de la libération, une libération des haines et des violences, parce que ça a été le moment des règlements de compte, et des règlements de compte entre personnes qui, parfois, dépassaient le problème purement militaire ou pour régler des problèmes qui leur étaient personnels. Donc, je pense que c'était en Haute-Savoie, mais ça a été certainement partout pareil. Il y a eu partout, il y a eu Grenoble, Annemasse et dans d'autres régions de France. Hein, ça a été la grande libération des instincts, de la vengeance, des querelles, et notamment avec des gens, pour certains, qui avaient pratiqué la même école. On a des résistants et des miliciens qui ont été dans les mêmes écoles dans la région, qui se sont retrouvés adversaires. C'était terrible. D'ailleurs, dans les miliciens, la grande majorité de ceux qui ont été jugés étaient originaires du Chablais, où il y avait une implantation communiste. Et les miliciens, pour beaucoup, étaient d'origine paysanne, étaient des agriculteurs, des ouvriers agricoles qui se sont engagés là-dedans. Et certains ont partagé les bancs de l'école avec des résistants communistes. Donc, et c'est ça peut-être qui a donné lieu aux plus grandes haines. Savoir qu'on était de la même origine, du même village, et qu'on pouvait s'entretuer réellement au nom d'une idéologie. Et c'est ce qui n'a pas été pardonné, notamment aux miliciens, d'avoir en fait collaboré surtout et d'avoir arrêté et livré aux Allemands des résistants ou des proches de résistants qui pour beaucoup se retrouvaient déportés en Allemagne, et un grand nombre ne sont pas revenus de la déportation. Donc le fait d'avoir été auxiliaire de la police allemande et des Allemands, c'était impardonnable aux yeux des miliciens. Et ma mère, j'en parle dans le bouquin, elle me parlait des miliciens à l'époque, elle me disait que c'était des sales types. Enfin, ils avaient la réputation d'être des sales types. Je pense que tous ne l'étaient pas, mais d'être vendus aux Allemands et d'être prêts aux pires abominations pour arriver, montrer qu'ils étaient prêts à tout. Et le plus étonnant, c'est qu'on a des gens qui se sont engagés dans la milice en juin 1944. Et après le débarquement, là, la cause, l'occupant était quand même bien compromis, certains, par conviction, sont encore rentrés dans la milice. Et après, certains sont même rentrés dans la Waffen-SS, vous savez, qui a combattu dans la Charlemagne jusqu'à Berlin en avril 1945. C'est assez incroyable. Je raconte l'histoire d'un milicien qui a échappé à plusieurs exécutions et qui a même échappé
À la mort en Allemagne, il est rentré dans la Charlemagne parce qu'il a pu bénéficier d'une espèce d'échappatoire alors qu'il aurait dû mourir, ce gars-là. Et je crois que ce monsieur est toujours vivant, il a peut-être 100 ans maintenant. Et c'est un gars qui était milicien à l'époque, mais il a pu échapper à tout ça. Et aujourd'hui, il n'est peut-être plus de ce monde, mais encore, il coule des jours heureux, pas très loin de Chambéry. Alors qu'à l'époque, il aurait dû être exécuté, puisqu'il était en plus chef milicien. Donc vous voyez, il y a des destins assez incroyables, mais Michel connaît ça. Enfin, quand on est dans la justice, on voit des basculements, des gens qui auraient pu être des honnêtes citoyens qui basculent dans la délinquance, dans un acte criminel, sur une pulsion, sur un mauvais choix. Et là, on a un peu l'exemple, c'est plus idéologique bien sûr, mais de ce basculement dans l'erreur, et dont certains l'ont payé de leur vie. Voilà, donc il y avait plusieurs sources de cet engagement. Il y avait la cupidité, mais aussi l'idéologie, la défense d'une idéologie. On le voit dans ce livre, certainement favorisé par certains hiérarques religieux, et puis fondé aussi sur une sorte de croisade contre le bolchevisme. Oui, les motivations pour intégrer la milice étaient très diverses. Il y avait les convaincus, encore une fois, pétainistes, ceux qui étaient auparavant au service d'ordre légionnaire, c'était les prédécesseurs de la milice, qui étaient vraiment des pétainistes convaincus, certains intellectuels, certains nobles d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de Vaugelas, de Bernonville, des gens très, très, très convaincus, qui ont été d'ailleurs les plus durs pour beaucoup d'entre eux. Et puis vraiment des opportunistes qui étaient intéressés par la solde, ce qui est relativement bien rémunéré. Qui ont été poussés, je pense au Chablais, à rentrer dans la milice par certains curés traditionalistes qui leur ont dit il faut rejoindre la milice, c'est pour le redressement national contre le bolchevisme. On ne parlait pas du communisme, enfin on parlait plutôt du bolchevisme, sachant que la milice était contre la résistance, contre la lèpre juive et contre le bolchevisme. C'était les grandes motivations. Et puis d'autres, c'est ça le plus étonnant, par hasard. Je raconte, ça ressort de l'ordre des explications, certains jeunes miliciens sont rentrés dans la milice alors qu'ils voulaient aller au maquis. Et ils sont trompés de route, arrêtés par la police allemande qui leur donne le seul choix de soit ils partent en prison, voire fusillés, soit ils rentrent dans la milice. Et certains se sont retrouvés miliciens alors qu'ils voulaient être maquisards. C'est assez incroyable. Donc vous voyez toute une gamme de motivations, de la plus prosaïque à la plus convaincue, je dirais. Et finalement, les plus violents, je le remarque, c'est pas nouveau, étaient les plus intellectuels. Il y a un ingénieur là-dedans, le nommé Dolstein, qui a été fusillé. Il a fait participer à des tortures à la commanderie Annecy. C'était un ingénieur, hein, c'était pas un type démuni intellectuellement. Et il est entouré d'un jeune qui était étudiant en philosophie, hein, qui a ouvert le ventre d'un résistant pour pouvoir ensuite plonger le corps dans le lac d'Annecy, enfin des choses assez terribles. Ça émane pas forcément des gens les plus simples, les exactions les plus terribles, et on l'a vu ailleurs, hein, dans d'autres contextes, en Allemagne, les commandos d'extermination nazis qui étaient dirigés par des intellectuels, et c'était pas forcément des sadiques ou des gens primaires, et ça c'est un constat qu'on a retrouvé dans d'autres domaines, des gens qui sont prêts à tout, et qui entraînent les autres, et qui peuvent se prêter à des actes absolument barbares, c'est le cas en l'espèce. Et quelle était la cible des miliciens, les résistants, quel était leur profil? Est-ce que c'était des combattants, des réfractaires au STO, là encore des personnes qui s'étaient engagées pour défendre leur liberté? Quel était le profil de ces résistants? Là encore, diversité des motivations, des maquisards convaincus par le communisme, par le gaullisme, certains qui très tôt ont intégré la résistance, certains issus d'ailleurs du 27e bataillon de chasseurs alpins, Tom Morel et d'autres, qui ont été convaincus, et puis d'autres qui sont rentrés là pour échapper au STO. Ça a été d'ailleurs une mesure qui a poussé au maquis beaucoup de jeunes, en disant je ne veux pas aller en Allemagne, donc je rejoins le maquis. D'ailleurs, certains ont rejoint la milice pour échapper aussi au STO. C'est ça le paradoxe. Et puis, certains résistants, et ça a été reconnu, se disant résistants ont commis des exactions. Il y a eu des pillages, il y a eu des meurtres commis au nom de la résistance, par certains qui entachaient cette fameuse résistance. Donc des motivations assez diverses. Puis vous le savez, au fur et à mesure que la victoire s'approchait, la libération,
beaucoup rentraient dans la résistance. D'ailleurs, c'est comme ça que la garnison d'Annecy des Allemands s'est rendue. On a fait croire aux Allemands que la ville était entourée de milliers de résistants. Finalement, il n'y en avait pas autant que ça. Mais c'était plausible parce qu'on voyait le filet se resserrer autour des Allemands après le débarquement en France et le débarquement de Provence. Et donc, voilà. Et ça, on sait très bien que les résistants de la dernière heure, il y en a toujours beaucoup. Et c'est quelquefois les plus virulents. Ceux qui veulent donner des gages de courage, qui peuvent être prêts. Et je pense parmi des gens qui ont été exécutés sommairement à la Libération, il y a eu des gens qui ont agi de façon extrêmement violente pour montrer de quoi ils étaient capables, alors que jusque-là, ils s'étaient cachés, ils étaient plutôt terrés et ils voulaient surtout ne pas prendre parti. Mais une fois que là, il y avait moins de risques, on a vu des gens s'improviser résistants. Donc c'est toujours pareil, ça renvoie à un comportement humain avec des motivations glorieuses, formidables, et d'autres qui sont moins saines et moins faciles à évoquer. On a retrouvé ça aussi parmi la résistance. La chasse aux réfractaires du STO, enfin du service de travail obligatoire qui avait été décrété par une ordonnance de 1943, je crois, pour justement envoyer des jeunes d'une certaine tranche d'âge en Allemagne pour participer à l'effort de guerre allemand. Mais en ce qui concerne cette libération des haines et cette volonté de châtier les traîtres tels qu'on l'a vu là lors de la libération d'Annecy, il a bien fallu canaliser ces élans. Et c'est là où la justice est entrée en action pour justement éviter des exécutions et des règlements de compte brutaux, mais en essayant de mettre en place un tribunal d'exception dans une situation de crise. Oui, c'est d'ailleurs, peut-on rendre encore une fois la justice dans une situation de crise? Tous les pays qui ont connu ces moments d'affrontement interne ont connu ça. On a connu ça en Algérie. Les Ukrainiens peuvent connaître ça demain si il y aura certains Ukrainiens pro-russes à qui on demandera sans doute des comptes un jour ou l'autre. On l'a vu régulièrement dans tous les conflits dans le monde, cette façon de faire. Alors, ça se traduit en général par une non-justice, c'est-à-dire exécution sommaire. Et on sait qu'entre août 1944 et octobre 1944, il y a eu des milliers de morts en France. Des gens exécutés par des commandos de résistants chez eux, dans la rue. Il y a eu l'instauration de fameuses cours martiales. Et De Gaulle, d'ailleurs, n'était pas très favorable à ça. Il avait compris qu'il fallait vite que la légalité républicaine se mette en place. Et lui, il a tout fait, avec notamment François de Menthon, qui est de la région, qui était garde des Sceaux, pour qu'on remplace les cours martiales formées de résistants, c'est-à-dire un peu des juges et partis, par des cours de justice formés de magistrats. Et d'ailleurs, il y a eu des procès de miliciens où il y avait à la fois des résistants et des juges professionnels, notamment à Grenoble. Là, sur la cour martiale d'Annecy, du Grand Bornand, on n'a affaire qu'à des résistants. Le seul magistrat était le greffier, enfin, celui qui faisait fonction de greffier, qui était un ancien procureur, Jean Commet, qui avait été procureur à Quémont-les-Bains, et qui avait fui parce qu'il voyait que les Allemands s'intéressaient à lui, et qui a prêté son concours au montage juridique de la cour martiale, sachant que la ville a été libérée le 19 août par le maquis, c'est pas par les troupes alliées, et qu'ils se sont retrouvés avec une centaine de miliciens qui se sont rendus sans combattre. Et que faire d'eux? Et c'est là que s'est mis en place le processus assez rapide d'un jugement expéditif de cette centaine d'individus qu'on a amenés au Grand Bornand, après avoir fait le tour du lac d'Annecy où ils ont été attaqués par des gens, enfin insultés, etc., lapidés. Et puis ils ont été rassemblés dans la salle des fêtes du Grand Bornand qui n'existe plus, et puis jugés très rapidement. Et ce juge, Jean Commet, a participé au montage juridique, à organiser les règles, tout ça étant pris par ordonnance du gouvernement provisoire de la République française, donc juridiquement assez établi, en se fondant en plus sur un texte du Code pénal ancien, pas un texte rétroactif, mais un texte qui réprimait la trahison. L'article 75 du Code pénal, qui a été la qualification pénale qui a permis de juger ces miliciens, trahison, mais aussi Pétain, mais aussi Laval et d'autres. On ne s'est pas embarrassé d'individualiser ce qu'on pouvait reprocher à chacun des miliciens. Est-ce qu'un tel a participé à telle opération, à telle exécution? Non.
le simple accusation d'intelligence avec l'ennemi, en gros, c'est-à-dire la trahison. Et la trahison, dans le code pénal, à l'époque, qui était antérieure à 1944, c'était la peine de mort. Et en fait, l'alternative était simple, vous êtes coupable, peine de mort, avec exécution immédiate, vous êtes déclaré innocent, enfin, vous n'êtes pas déclaré coupable, remis en liberté. Il n'y avait pas d'emprisonnement partiel, etc. Tout ça pour simplifier les choses. Et il ne faut pas oublier que les prisons étaient encore dirigées, la France était encore occupée par les Allemands à l'époque. Hein. Les Allemands étaient encore sur Lyon. La libération de Lyon, c'est début septembre. Ils n'étaient pas très loin, ils étaient à Bellegarde. Donc il y avait toujours la possibilité que les Allemands cherchent à faire libérer les miliciens. Bref. Donc ça a été simplement l'application assez sommaire du code pénal, trahison, peine de mort. On n'a pas fait de détails. Et c'est comme ça que les 3/4 des miliciens ont été déclarés coupables et fusillés dans des circonstances qui posent aussi question. Les crimes de bureau étant punis aussi sévèrement que les crimes de sang, est-ce que cette urgence à juger était liée à la hantise de voir les miliciens rejoindre les troupes allemandes qui commençaient à se replier? Est-ce qu'il y avait cette notion-là dans l'urgence? Oui, il y avait le fait quand même, on avait une centaine de miliciens, on leur a pris leurs armes quand même. C'était quand même déjà un nombre conséquent hein, de miliciens et ils pouvaient être un moment, pourquoi pas, être libérés par des collègues à eux ou les Allemands avec lesquels ils avaient collaboré, même si à mon avis les Allemands avaient d'autres chats à fouetter, ils voulaient essayer de quitter le territoire. Donc il était difficile en plus de quoi faire de ces miliciens. Les incarcérer, mais les prisons pendant longtemps étaient dirigées par la milice. L'administration pénitentiaire a été encadrée par la milice, donc c'était compliqué de trouver un personnel et une justice ordinaire dans ce moment de libération de la ville où il n'y avait plus de cadres, il y avait des représentants du gouvernement de Gaulle qui étaient présents pour rétablir l'ordre, mais qui avaient tous une étiquette de résistants. Difficile de trouver des gens qui avaient une neutralité à ce moment-là de la libération de la France. C'est toujours pareil, hein. Cette neutralité, on l'a acquise au fil du temps, mais à ce moment-là, il fallait être impliqué dans la lutte pour la libération de la France, par le biais de la résistance. Il n'était pas tellement concevable qu'on attende, sauf à attendre et de détenir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, la centaine de miliciens. Et puis il y avait un autre argument qu'a mis en évidence Jean Commet, puisqu'on l'a un peu critiqué Commet en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette justice expéditive ?» Il expliquait que les proches des victimes des miliciens voulaient leur faire un mauvais sort. Et d'ailleurs, certains ont été lynchés. Ils sont restés 3-4 jours détenus dans la fameuse salle des fêtes du Grand Bournan, et il y a des miliciens qui venaient casser la gueule, torturer, violenter les miliciens. Ça a été acté, d'ailleurs c'est reconnu par un des juges de la cour martiale. Ils ont vécu un sale moment. Et certains disaient, si on ne jugeait pas les miliciens, la foule qui était très présente au moment du procès aurait lynché les miliciens. Ça aurait pu être une tuerie, d'après ce qui est dit, sachant qu'il n'y avait pas de cadre, encore une fois, de légalité rétablie. C'était vraiment la fureur. Et les actions individuelles, ou tuer une personne ou pas, c'était où il y avait beaucoup de crimes de sang à l'époque, ça aurait pu passer inaperçu. Donc toutes ces raisons ont expliqué un peu tout ça. Aujourd'hui, ça nous paraît très étonnant, mais évidemment, il faut remettre ça dans un contexte, celui de cette époque. Une époque qu'il serait malvenu de juger avec les connaissances et le regard que l'on a aujourd'hui, car on ne peut pas savoir comment on aurait agi à cette époque-là, dans quel camp on aurait tourné, etc., même si on peut toujours dire que l'on a des grandes idées et qu'on aurait été du côté de la justice et de la liberté. Je pense que pour tous ces jeunes qui se sont engagés dans le mauvais camp et qui ont été fusillés alors qu'ils avaient 16 ou 17 ans, je veux dire, c'était vraiment une tragédie pour eux, pour leur famille. Enfin, il y avait aussi beaucoup de pères de familles nombreuses qui étaient parmi les condamnés. Ils ont été condamnés sévèrement et rapidement. S'ils avaient pu s'échapper et s'ils avaient été repris quelques années après, le temps ayant émoussé peut-être les rancœurs, aurait-il subi le même sort? Non, certainement. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un des miliciens qui a figuré dans les 21 acquittés, 97, 76 ont été déclarés coupables et fusillés, 21 acquittés. Et dans les 21, il y a un nommé Godet,
acquitté, qui a été repris un peu plus tard pour un autre procès, cette fois à Annecy, la cour martiale d'Annecy. Et cette fois, il a été déclaré coupable et fusillé. Donc c'était assez étonnant. Et moi, ce que j'ai découvert en lisant toutes les auditions, enfin celles qui étaient accessibles de ces miliciens, c'est qu'à fait égal, à implication égale, certains ont été acquittés et d'autres condamnés. Tous les chefs, on était vite cadres dans la milice, chefs de dizaines, chefs de trentaines, chefs de centaines, c'est-à-dire les cadres, ont tous été déclarés coupables, sauf un qui était chef d'un service administratif, mais quand même chef de la milice, qui a été acquitté. Alors que d'autres, et je pense à des mineurs, des gamins, mineurs de moins de 21 ans, comme on disait à l'époque, ont commis, en tout cas dans leur déclaration, ne reconnaissent pas, n'expliquent pas avoir pris les armes contre le maquis, ont été fusillés. Il y a un nommé Montmasson, qui avait une trentaine d'années à l'époque, qu'on voit d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, sur YouTube, vous avez un documentaire diffusé en 92 sur tout cet épisode de l'épuration en Haute-Savoie, qui est vraiment très intéressant. Et M. Montmasson, qui s'exprime il y a 75 ans ou 80 ans au moment il est décédé depuis, ne comprend pas pourquoi lui, il a été déclaré innocent. Il n'était pas chef, mais il avait pris les armes contre le maquis. Il a été acquitté. Alors lui, il connaissait Jean Commet, ils étaient du même quartier. Bon. Alors que quand on lit sa déposition, il reconnaît avoir pris les armes contre le maquis. Il y en a qui ont été acquittés, qui étaient cuisiniers au maquis, ok. Donc, je me dis, mais comment ça se fait que certains on en fait moins, ont été condamnés, et d'autres qui en ont fait autant, ne l'ont pas été. Il y a eu un peu... On a jugé 97 personnes en 20 heures. Le procès a démarré le 23 août au matin, il s'est terminé le lendemain à 6 heures du matin. Donc jugé une centaine de personnes qui avaient des avocats. Il y avait 4 avocats. En gros, 5 minutes pour défendre chaque accusé. Vous imaginez comment arriver à préciser, à affiner les charges contre certains. Donc, encore une fois, tous les grands chefs ont été déclarés coupables. Le fait d'être chef, c'était pour eux irrémédiable, quasiment sauf un. Et puis d'autres, parce qu'ils connaissaient peut-être les juges, parce qu'il y a eu quelques témoins qui ont parlé pour eux en disant finalement c'est un brave type. Des gamins ont quand même été déclarés coupables. Des pères de famille avec enfants ont été déclarés coupables. D'autres, comme ils avaient une charge de famille, ont été innocentés. Vous voyez, il y a des bizarreries, des incohérences qu'on a du mal à expliquer. Toutes choses qui n'auraient pas existé si on avait jugé ces gens-là 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. On aurait pu reprocher plus précisément, savoir ce qu'ils avaient fait. Là, c'était le fait d'avoir participé à un groupe, la milice, qui était considérée comme l'ennemi de la nation, des traîtres. Et finalement, il faut savoir que les juges communistes, enfin les résistants communistes, eux étaient pour qu'on déclare coupable tout le monde. Comme d'ailleurs les juges russes au procès Nuremberg n'ont pas tellement apprécié que certains des accusés aient été acquittés. Là, finalement, on a un peu coupé la poire en deux pour certains qui auraient pu être déclarés coupables. Du côté de l'armée secrète, ils étaient plus modérés, semble-t-il, pour apaiser un peu les choses. Mais on aurait pu avoir 100% de coupables. Voilà, c'est toutes ces choses, ces incohérences, mais qu'il faut remettre encore une fois dans un contexte d'émotion, de vengeance, où on ne voulait pas faire dans le détail. On n'allait pas dire qu'est-ce qu'on reproche à certains, au risque de faire durer le procès éternellement, alors que la guerre était encore pas loin dans le département, ou en tout cas pas très loin du département de la Haute-Savoie, et c'est ce qu'il faut se rappeler aujourd'hui. Et puis c'était une époque tragique qui était quand même marquée par une certaine banalité du mal, qui avait fait son œuvre pendant plusieurs années. Donc cela explique peut-être que la notion de vie et de mort n'avait pas le même poids qu'elle peut avoir aujourd'hui, ou qu'elle a pu avoir ensuite quand il a fallu juger très longtemps après des criminels de guerre lors de procès qui ont duré plusieurs jours, voire plusieurs mois. Oui, de toute façon, c'est la guerre. Tous ces gens qui ont été déportés, qui ne sont pas revenus, ces exécutions, il y a suffisamment de stèles dans la région, de l'endroit où on a exécuté sommairement des résistants, où il y a eu des massacres de villageois dans tout le département. Dans le Chablais, c'était terrible. Il y a eu vraiment des grandes violences. Donc, effectivement, la mort passait relativement bien. Ça n'a pas été quelque chose de très, très choquant, même si ça a quand même ému de la population. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les habitants actuels du Grand Bornand n'aiment pas parler de cette affaire, c'est qu'un certain nombre de villageois ont été réquisitionnés pour creuser les tombes.
pas pour juger, mais il a fallu, et si vous allez au Grand Bornand, vous trouvez le cimetière des miliciens, on les a exécutés et inhumés à l'endroit où ils ont été exécutés. Il a fallu faire une grande fosse, ça s'est fait un peu en avant. Et ça sollicitait sans doute des gens du village, qui l'ont fait parce qu'ils étaient requis, hein, ils l'ont pas fait. Donc tous ces éléments ont fait que il y a un peu, je pense, un sentiment de culpabilité qui s'est atténué au fil du temps. Pendant longtemps, d'ailleurs, le préfet de Haute-Savoie voulait que le cimetière des miliciens débarrasse le plancher. On a écrit aux familles pour les inviter à reprendre possession des corps. D'ailleurs, si vous allez au cimetière, il y a plus de 76 tombes, il n'y en a plus que 44. Des familles ont récupéré certains de leurs défunts. Il reste un certain nombre de personnes et on a intimé l'ordre. Et puis certains n'avaient pas les moyens. Et puis au fil des années, ça s'est dilué dans le temps, ce genre de choses. Mais c'était un lieu d'affrontement. Il y a eu de profanation du cimetière. Et les associations de résistants ou d'anciens résistants ne comprenaient pas qu'un cimetière puisse être entretenu au profit des miliciens. Voilà, toutes ces choses-là, c'est évidemment une autre époque. C'est une époque tragique. Ça renvoie à l'humanité, avec la capacité qu'ont les êtres humains, dans un certain contexte, à aller jusqu'à la mort de leur prochain, sans trop se poser de questions. Et des années après, certains résistants, et dans le documentaire que je vous ai cité, certains se disaient que finalement, ça a été quand même un peu expéditif, et ils se sont un peu reprochés d'avoir participé à ça. C'était vraiment pas quelque chose de très glorieux, mais à nuancer, parce qu'encore une fois, ce qui était mis en avant, c'est la vilainie de ces miliciens, ce dont ils ont été capables, l'atrocité de leur comportement, leur collaboration. Donc finalement, à leurs yeux, ça légitimait cette exécution sommaire. La férocité de leur comportement et aussi l'acceptation du verdict qui a été prononcé à leur encontre. Et ce qui est très curieux, c'est que d'une part, tu ne fais pas allusion à d'éventuelles lettres qui auraient été laissées, alors que je me souviens, dans mon enfance, il y avait à la maison un recueil de lettres de résistants qui avaient été écrites dans leur cellule à Fresnes ou ailleurs pour justement laisser une trace à leurs parents. Donc là, manifestement, ce n'est pas le cas. Et d'autre part, ils sont allés au poteau d'exécution de façon sans révolte apparente. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est que les noms sont très clairement affichés. Et ce sont des noms qui nous parlent, parce que ce sont des noms qu'on a entendus ici ou là, qu'on a vus sur une boîte aux lettres ou en lisant le journal, etc. Donc il n'y a pas eu d'occultation de ces noms, et ça doit être assez difficile à porter pour les descendants. Oui, d'ailleurs, alors il y a quand même des lettres qui ont été... parce qu'on a évidemment invité les miliciens à écrire une dernière lettre à leur famille, et certaines ont été publiées. Certains étaient convaincus, disant je ne regrette rien, je mors pour la France, ou voilà, c'était beaucoup disaient je l'ai fait pour la religion, pour ma foi, etc. Pour essayer de trouver une explication. Et finalement, bon, ils ont laissé une espèce de trace comme ça. Les médias en ont parlé, on trouve leurs noms, hein, des extraits, et moi j'ai pas voulu occulter leurs noms. Parce que c'est rentré dans le domaine public, en fait. Et moi, j'ai jamais aimé les Monsieur X, les Madame Y, sauf cas particulier, ils sont tous morts. Il y a des noms qui sont assez communs, il y a des noms qui parlent. Le fameux Jacques Chambaz, qui était le chef de la franc-garde, c'est quelqu'un de Lovagny, il a été maire de Lovagny d'ailleurs, garçon. C'est une figure à l'époque. Je n'allais pas dire Jacques C. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Et je pense qu'à un moment, lorsqu'on parle de ce genre de choses, il faut appeler un chat un chat. Sinon, ça va pas s'évider de son sens. Dire quel âge avait la personne, quel était son nom, quel était son profil aussi, pour montrer la diversité des profils, des intellectuels, des ouvriers, des gens de toutes sortes. Montrer la complexité de la chose. Il faut sortir dans des espèces d'idées toutes faites, vous savez, les gentils résistants, les vilains miliciens. Voilà, je crois qu'il faut, et quand on est dans le monde de la justice, comme c'est notre cas, on aime bien la nuance. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris. Je pense que certains miliciens auraient pu faire... Un milicien a été tué et exécuté à Annecy alors qu'il avait été au plateau des Glières comme résistant. Et ensuite, il avait collaboré.
il a été considéré comme traître. Donc, vous voyez, ce basculement, ça peut arriver. Et cette nuance, j'ai essayé de la faire apparaître pour montrer justement la complexité de l'acte de juger. Certains avaient mené des guerres glorieuses. D'ailleurs, Joseph Darnan, le grand patron de la milice, avait été un glorieux combattant de la Première Guerre mondiale et même la guerre de 40 contre les Allemands, avant de collaborer. Donc, c'est jamais aussi simple qu'on le dit. Et ce qui m'amuse, c'est de... J'avais lu dans un ouvrage intéressant sur Pétain que si Pétain était mort en 1938, il aurait eu 82 ans et aujourd'hui, il y aurait des avenues Maréchal Pétain. Malheureusement pour lui, il y a eu 1939-1945, la collaboration Vichy, et il n'était plus question que cette page glorieuse de la vie de Pétain laisse des traces. Vous voyez, comme quoi l'être humain peut à un moment... lui, c'était en fin de vie. Et donc certains voudraient occulter cet épisode noir. Ben si, un être humain, c'est une partie, un tout, avec des moments forts, des moments acceptables, des moments... où on peut se glorifier de quelque chose, et puis des moments inacceptables, évidemment, et je crois que c'est aussi ce qu'il faut dire à travers cet épisode. Ce sont les mystères et les turpitudes de l'être humain qui peut s'engager dans une voie qui n'est pas forcément toujours conforme à la représentation que l'on peut se faire de l'éthique, c'est-à-dire de la balance entre le bien et le mal. Et puis, surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des pages à ne pas oublier. Parce que quand on voit le déferlement de violence, de haine, de rancœur, de rancune que l'on peut lire dans ce livre, et quand on voit que ces penchants mauvais de l'être humain perdurent de génération en génération, et lorsque l'on constate aujourd'hui toute la violence qu'il peut y avoir dans certains propos, dans certains comportements, dans certaines actions, je pense que c'est peut-être là une œuvre de mémoire importante que d'expliquer que la violence ne mène jamais à quelque chose de bien, et que ce n'est pas là un signe de maturité de la société. Et donc je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir à ce genre d'histoire ou d'épisodes de l'histoire, de façon à être mis en garde contre ces excès de haine et de haine de l'autre, surtout quand l'autre est quelqu'un de proche ou quand l'autre est quelqu'un de différent dont on ne perçoit pas ou dont on ne veut pas voir la dignité. Oui, d'ailleurs le procès qu'on a fait au juge de cette affaire, mais on l'a fait aussi au juge du tribunal de Nuremberg, c'est la justice des vainqueurs. Les vainqueurs n'ont-ils pas tendance à imposer leur justice, alors que la justice, elle n'est pas là pour prendre parti, si elle veut être rendue de la meilleure manière, mais c'était inévitable. Forcément, il y a un vainqueur et un vaincu dans tous les conflits, et que fait-on à un moment? Les Algériens ont jugé des harkis. Certains ont été exécutés parce qu'ils avaient collaboré avec les Français. Et on a vu ça dans toutes les guerres, au Vietnam, enfin en Indochine, à ce moment-là. Donc c'est effectivement rappeler à un moment qu'on peut faire un mauvais choix ou un bon choix. Un terroriste un jour, n'oubliez pas que Nelson Mandela était considéré comme un terroriste aux yeux des Sud-Africains. Et après, c'était une grande figure de la paix sur la Terre. Voilà. Donc c'est jamais si simple de ranger les personnes dans une catégorie. Sous couvert d'obéissance aux ordres, sous couvert de respect d'une idéologie à laquelle on croyait, on a pu commettre les pires choses. Le pire étant, à mon avis, ce qui s'est passé au Rwanda, où que l'instituteur décapitait à la machette ses élèves uniquement en application d'une idéologie. C'est-à-dire d'oublier la dimension humaine, de chosifier les gens au point de ne plus voir des êtres humains, des enfants. Et jusqu'où peut-on aller dans l'horreur? Tout ça en application d'une idéologie, et c'est peut-être ça qui est le plus dangereux. Quand on agit froidement par idéologie, c'est là qu'on fait abstraction quelquefois de tout sentiment humain. Et quand on lit, je me suis beaucoup intéressé aussi au nazisme dans les camps de concentration, et tous ces individus qui ont commis des choses effroyables en emmenant des enfants, des femmes dans des chambres à gaz, ils l'ont fait très froidement, sans remords, en voyant des petits de 18 mois emmenés dans des chambres à gaz, en application d'une idéologie.
Et ce n'étaient pas des sadiques, sauf quelques-uns hein, qui l'ont été. Donc c'est toujours quelque chose qui interpelle. Comment peut-on agir de cette manière quand on est un être humain? Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, il avait sa villa au sein du camp d'Auschwitz. Il avait femme et enfants, il y a un film d'ailleurs qui doit sortir là-dessus, et il y avait la chambre à gaz pas loin. C'est assez incroyable. Donc de quoi l'être humain est capable, et c'est ce qu'il faut, ce dont, comme tu le dis, il faut se souvenir régulièrement. Et puis chacun est un rouage dans un phénomène bureaucratique de façon à être déresponsabilisé de ses actions. Et ça, c'est peut-être le pire. Et cette déresponsabilisation, on peut la retrouver parmi toutes les personnes qui, pendant la guerre, ont enrôlé des femmes qui habitaient en Alsace pour les incorporer dans l'armée allemande. C'est le thème du livre de Michel Turc, La vie malgré elle de Marie-Louise Suter, l'histoire donc d'une femme qui a été enrôlée malgré elle. Oui, d'abord, merci Michel de m'accueillir ici à Passy, dans ce cadre magnifique. Merci également de participer à ce débat avec Jacques. C'est déjà la deuxième fois, je crois, que nous nous rencontrons sur le thème des livres que nous avons écrits. Plusieurs choses, quand même, nous rassemblent. La justice, d'abord, puisque nous l'avons servi, mais aussi les thèmes que nous choisissons. Pas de manichéisme chez moi, c'est vraiment quelque chose, la culture du doute, je l'ai toujours eue. Je pense qu'elle est absolument indispensable pour qu'une justice soit rendue sainement et sereinement. D'autres thèmes nous rapprochent, l'histoire. L'histoire, puisque ces écrits à Jacques sont essentiellement historiques. Mes romans touchent à l'histoire et les faits que j'énonce sont des faits qui sont vérifiés et vérifiables. 15 000 Alsaciennes et Moselanes ont été enrôlées de force dans l'armée allemande. Ce n'était pas uniquement le Arbeitsdienst dont on parlait énormément, c'était des femmes qui étaient effectivement enrôlées pour servir la plupart d'entre elles, et Marie-Louise Suter, ça a été le cas, puisque ici j'ai sa carte de rapatriée, travaillait à la FLAC. Voilà, la FLAC, c'était la défense anti-aérienne. Alors, encore un point qui nous rapprocherait avec Jacques, c'est le procès. Lui, il parle de ceux qui ont touché les miliciens, qui ont concerné les miliciens à la fin de la guerre. Moi, je parle du procès de Bordeaux. Ce procès de Bordeaux qui a divisé la France au point, à un moment donné, de faire en sorte qu'il y ait nécessité pour le gouvernement de prendre une décision beaucoup plus grave, qui est là une loi d'amnistie sur l'ensemble des faits qui ont été évoqués. Alors là aussi, on a peut-être été trop vite en besogne. Ce procès était attendu, il était attendu du côté alsacien. Les Alsaciens estimant qu'ils étaient ou malgré eux ou malgré elles. Et là, je fais une toute petite parenthèse parce que c'est en Alsace qu'il y a eu le plus grand nombre de résistants, mais c'est aussi en Alsace qu'il y a eu le plus grand nombre de collaborateurs. Donc voilà, c'est paradoxal, mais c'est la réalité historique là encore. Donc le procès de Bordeaux est arrivé, on avait 17 Alsaciens dans le box. Évidemment, la France du Sud-Ouest s'est déchaînée contre ces responsables de Oradour, de ce qui s'est passé à Oradour. Mais il n'y avait pas d'Allemands, il n'y avait pas de responsable allemand. Et donc, à partir de là, ce procès
avait déchaîné les passions et a obligé le gouvernement de l'époque à prendre une loi d'amnistie, alors même qu'il y avait un condamné à mort, un Alsacien qui avait revendiqué ce qu'il avait fait, tous les autres se sont considérés comme des victimes plus que des auteurs, quand bien même ils étaient sur les lieux. Mais il y en a un parmi eux qui a revendiqué ce qu'il avait fait. Et cette revendication a entraîné sa condamnation à mort. Condamnation à mort qui n'a jamais été exécutée, d'une part, et le type, il a fait l'objet de la loi d'amnistie au même titre que tout le monde, alors qu'on sait qu'il a participé, non seulement qu'il a participé, mais qu'il a revendiqué ce qu'il avait fait, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Marie-Louise, dans tout cela, il faut qu'elle se reconstruise, il y a une résilience nécessaire, et il faut qu'elle arrive à vivre avec tout ce qu'elle a vécu, avec ses copains qui avaient été eux aussi en relais de force, du côté garçon. Les points de vue qui ne sont pas les mêmes. Elle qui dit à un moment donné à un peintre, un peintre de ses amis qui a perdu ses deux jambes à l'occasion d'un bombardement, et qu'elle promène, et elle lui dit, mais si ton point de vue sur Oradour, et si ton point de vue sur l'Alsace victime persiste, c'est fini, je ne pousserai plus jamais ton fauteuil. Donc elle se positionne, et on en revient à ce qu'évoquait Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain, devant une situation, il prend un chemin, pas nécessairement le bon, pas nécessairement mesuré dans ses conséquences. Voilà, il y a beaucoup de hasard dans la vie des hommes. Beaucoup de hasard, encore que on ne peut pas mettre sur le dos du hasard les exactions qui peuvent être commises. Ça, c'est pas possible. À un moment donné, il y a un choix, celui du passage à l'acte, alors qui s'explique par plein de choses. Mais le passage à l'acte, c'est quand même le choix de tuer, de faire, de commettre quelque chose que l'on sait ne mettre pas dans les clous. Alors, ce n'est pas nécessairement un crime. C'est valable également pour tout acte de délinquance. Voilà pour ce qui concerne la vie malgré elle. Je parlais de ce roman-là avant de dire deux mots sur le photographe. J'ai évoqué cette vie malgré elle de Marie-Louise Sutter en raison du thème abordé aujourd'hui, c'est-à-dire celui du jugement des miliciens à la fin de la guerre. En ce qui concerne le photographe, il s'agit de deux amis qui sont nés sur les bords du Léman. Le hasard va les faire se retrouver en 1987 sur un conflit Iran-Irak, et ils se retrouvent fortuitement à Téhéran. Alors, ils vont se déplacer, voir un petit peu ce qui se passe sur le front, un front qui ressemblait assez à celui de la guerre de 14 en France, c'est-à-dire figé, avec d'un côté et de l'autre des mines, voilà, des bombardements, et donc les bombardements au gaz qui avaient été reprochés à Saddam Hussein en son temps, et qui sont des réalités. Et donc nos deux amis vont se retrouver là-bas. L'un est photographe, l'autre est journaliste, et ils vivent tout près d'ici.
puisqu'il y en a un qui habite ici, du côté de Passy, et l'autre qui habite Salanches. Et la femme du journaliste est avocate. Et c'est parce qu'elle avait traité d'une affaire concernant un jeune Iranien que son mari a décidé de laisser tomber les piges et autres activités journalistiques qui étaient les siennes pour aller faire du grand reportage. Roger, quant à lui, était photographe, il avait fait les Beaux-Arts, il avait un petit studio à Lyon. Il en avait assez de faire des mariages, de faire des rentrées scolaires, et il a revendu son cabinet, et puis lui aussi, il est parti pour faire du grand reportage, et notamment des faits de guerre. Alors, la particularité, c'est que ces deux professionnels vont rapidement comprendre qu'ils peuvent être exploités. Ils vont le comprendre en ce sens que ce qu'ils écrivent ne paraît pas toujours. Il y a une censure qui se fait. Ce qu'ils photographient ne paraît pas toujours non plus. Et finalement, ils vont s'interroger sur les grands bénéficiaires de ces conflits, qui sont, on va citer la France, mais elle n'est pas au premier rang, la France, l'Amérique, les États-Unis, la Russie. Voilà les grands bénéficiaires de ce grand marché d'armement, où on va assister à des choses absolument absurdes, notamment qu'un Exocet français va percuter un navire américain, et puis on est resté très taisant sur le nombre de victimes et sur le nombre de blessés dans ce navire. Mais toujours est-il que on voit bien que la finalité, c'était de vendre des armes avant tout. Et aujourd'hui, j'ai écrit cela avant les événements actuels, mais aujourd'hui on est un petit peu dans le même contexte. C'est-à-dire qu'on se plaît à dire que, ma foi, on a une vision manichéenne de ce qui se passe, et on se plaît à dire qu'on triomphera grâce aux armes qui vont être fournies. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas manichéen, j'ai écrit une page à l'occasion de la lapidation d'une jeune femme en Iran. Ça avait été très médiatisé en son temps. Et voilà, où je condamne fermement en disant que, ma foi, cette lapidation, même du côté du temps de Jésus, on l'a condamnée. Voilà. Ce qui est frappant dans les ouvrages de nos deux invités, c'est justement cette confrontation des différents personnages au mal et à la domination de l'un sur l'autre. Et ce qui est difficile à percevoir, c'est comment pour les uns et les autres reconstruire une vie personnelle, une vie sociale après de telles tragédies. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que la lecture de leurs livres et la réflexion qu'elles inspirent nous incite aussi à voir de quelle façon il faudrait peut-être éviter le naufrage de nos civilisations. Parce que, pour reprendre le titre d'un livre de Louis Malouf, c'est quand même inquiétant de voir que les leçons de la Grande Guerre, de la guerre de 39-45, de la libération,
de la guerre d'Algérie, de la guerre du Golfe, tous ces événements dramatiques auxquels on a pu assister, eh bien, finalement, n'ont pas empêché la poursuite d'exactions dans certains pays qui font aujourd'hui la une de l'actualité. Le mal est dans l'être humain, enfin. Je crois que c'est pas très original de le dire. C'est d'ailleurs la grande interrogation qu'on a rencontrée à titre professionnel et que rencontrent les jurés de cour d'assises, c'est le fameux passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule un moment dans un acte irréversible, terrible pour l'autre? Ça a toujours existé, ça existera toujours. Est-ce qu'un jour le crime sera éradiqué? Je ne crois pas, parce qu'il est dans la nature humaine et dans toute société, qu'elle soit libre ou pas, à un moment... Pour ça d'ailleurs que ça renvoie à cette grande problématique sur les féminicides. Est-ce que le crime conjugal pourra-t-il être évité? On peut certainement combattre, le diminuer, mais empêcher que dans un lieu clos, fermé, à un moment, il n'y ait pas un acte criminel, ce sera très difficile parce qu'on est souvent sur une impulsion, sauf à mettre une caméra reliée immédiatement à un poste de police dans tous les appartements. Et même là, on risquera d'avoir ces fameux passages à l'acte. Et lorsqu'on questionne un psychiatre, un procès, pourquoi monsieur Untel Nordal-Hollandais a-t-il tué la petite Maëlys, pourquoi Klaus Barbie a-t-il participé, ils vous diront, alors soit c'est lié à une enfance difficile, à des violences, ou au contraire à une espèce d'aveuglement qui fait qu'on oublie la dimension humaine chez l'autre. On voit d'abord un adversaire, un ennemi, un danger, et je crois que ça existera toujours. Donc c'est un peu une vue de l'esprit qu'on puisse éradiquer ou empêcher. Est-ce que ce serait même sain? Je me pose la question. Une société de liberté, elle n'a pas aussi ces marginaux, ces déviants, ces gens qui ne veulent pas accepter la règle, la norme, et sauf à polisser toute la société. Et même dans les sociétés très policées, il y a encore des passages à l'acte. Vous allez au Japon, qui a le taux d'homicide l'un des plus bas du monde, le Japon. Il y a quand même des crimes. Il y a quand même des passages, il y a eu des actes terroristes, il y a quand même des... Donc, et je crois que c'est impossible. Et aujourd'hui, on est un peu à l'époque, on voudrait empêcher ça. Comment est-ce possible? Et il faut trouver un coupable. Non pas chez l'auteur des faits, mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi le réfugié syrien a-t-il poignardé des enfants au paquet d'Annecy? Alors qu'il n'était pas réputé jusque-là violent. Comment empêcher ça? Sauf à l'avoir préventivement mis en prison sous prétexte qu'il était SDF, je ne vois pas ce qu'on peut empêcher. Hier, un type a poussé une femme sous le métro à Paris. Bon, ça semble être un type qui a des problèmes psychiatriques. Est-ce qu'on pourra empêcher quelqu'un, sur un acte irraisonné, de commettre l'irréparable? Et je crois que c'est ça. Là où c'est plus inquiétant, c'est ce que raconte Michel, c'est quand on embrigade des gens qui sont prêts à tuer, à brûler 640 et quelques femmes et enfants à Oradour, sous couvert d'une idéologie, pour se venger d'actes contre la division d'Asreich, etc. Et vous trouverez des gens prêts à tout. Et aujourd'hui, vous mettez un uniforme à un individu, il peut commettre les pires choses. Hein. Même en 2023, parce qu'on a toujours on croit que ça c'est du passé, que ça n'arrivera pas. Je ne crois pas. Il suffit de voir les grands drames, les grands affrontements, les grands massacres de ces dernières années. Il y en aura toujours. Et Daesh, et le djihad, etc., etc., l'attentat de Nice. Et il y aura toujours ça. Et je crois que c'est consubstantiel à notre société. Avec l'uniforme, les vies minuscules deviennent très importantes. Hein. Oui, je pense que le devoir de mémoire que tu évoques, ça me paraît quelque chose de fondamental. Si j'écris ça et ça, c'est effectivement pour sensibiliser les gens à ce devoir de mémoire, pour éviter qu'une société qui normalement est équilibrée par les lois, par les règles, par les usages, ne devienne une jungle dans laquelle on se permette tout, y compris des passages à l'acte qui sont facilités. Parce qu'il suffit de donner cet uniforme aux gens pour qu'effectivement ils se sentent autorisés à franchir un pas. Et le passage à l'acte, c'est quand tu parles de gazage, des camps de concentration et autres, le passage à l'acte me semble absolument favorisé par le port de l'uniforme qui assoit une idéologie, et une idéologie meurtrière. Au point de départ, hein, quand il s'agissait d'éliminer les Juifs, il s'agissait d'éliminer les Juifs, pas
pas de compter fleurette. Hein. Si tu permets, il y a une historienne allemande, je crois franco-allemande, qui a travaillé sur les gardiennes de camps de concentration. On n'en parle pas beaucoup des femmes. Un certain nombre ont été pendus à la Libération après les procès Ravensbrück, etc. Et elle raconte que des jeunes nouvelles gardiennes qui arrivaient en civil au camp, dans les premiers jours, demandaient pardon à des déportés, presque en les bousculant. À partir du moment où elles revêtaient leur uniforme, elles maltraitaient les mêmes déportés. C'est-à-dire qu'il fallait, par mimétisme, ressembler aux autres, et donc le fait de porter l'uniforme les autorisait à maltraiter, à frapper, à injurier les déportés, alors que naturellement au départ, elles n'étaient pas dans cette démarche. Et c'est uniquement le port d'un uniforme, qui veut dire endosser aussi l'idéologie, le mépris de l'autre, qui fait que les personnes changent. Je crois qu'effectivement, l'uniforme a été pour beaucoup dans ce basculement de l'être humain. Oui, mais vous parlez de l'uniforme, mais regardons les Black Blocs durant les manifestations, ils se comportent comme s'ils étaient un groupe adossé à une idéologie. Et ils ont un uniforme. Non, c'est un uniforme. D'une certaine manière, ils ont un uniforme aussi. Oui. Et il faut pouvoir progresser et se dire que l'uniforme ou la robe du magistrat ou de l'avocat ou la blouse du médecin ne dédouane en aucun cas d'une réflexion éthique sur les actions que l'on mène. Et cela pose le problème aussi de la sérénité dont on doit toujours faire preuve face à des situations auxquelles on est confronté et de la vigilance que l'on doit avoir dès lors que l'on est amené à s'engager, qu'il s'agisse d'un engagement subi ou qu'il s'agisse d'un engagement choisi. Le procès des médecins qui se sont prêtés à des expérimentations en Allemagne, hein, c'est incroyable. Médecins, serment d'Hippocrate, des gens plutôt intelligents et qui ont torturé, qui ont maltraité, qui ont exécuté pour des expériences, ils étaient médecins. Et c'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire qu'à un moment, rien n'arrête le crime, l'uniforme et le métier. On a jugé des juges aussi nazis, hein, aucun n'a été condamné à mort d'ailleurs, des chefs d'entreprise, etc. Donc à un moment, ce n'est pas une question de classe sociale, de métier, de sexe, on dirait de genre aujourd'hui, c'est plutôt l'idéologie qui aveugle, qui a toujours aveuglé depuis l'Inquisition, la guerre des religions, etc., etc. Et aujourd'hui, on le voit, au nom de l'idéologie, on commet les pires choses. Et c'est ça le plus dangereux. C'est ça le plus dangereux et c'est ça qu'on aura toujours du mal à combattre. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre très tôt à exercer des responsabilités, mais surtout à apprendre les différents éléments de cette chaîne de responsabilités que l'on engage les uns et les autres dans nos activités personnelles et professionnelles. Et de parler de cette notion de responsabilité me renvoie au livre co-signé par Jacques Dallès avec Éric Descamps et Alexis Malon, Le guide et le procureur, où justement, à la suite d'un accident de montagne, les différents protagonistes s'adressent au juge pour savoir si dans telle circonstance ils ont agi correctement ou s'ils auraient dû faire attention à anticiper sur les conséquences de leur action. Oui, Michel connaît bien ce questionnement de la responsabilité pénale des pratiquants de la montagne, mais ça peut être aussi aujourd'hui des moniteurs de plongée, comment on appelle ça, de canyoning et autres. À un moment où on encadre quelqu'un, on est soumis à des règles générales qui sont dans le code pénal français, qui fait que quand on cause un dommage accidentel à quelqu'un, si on a été imprudent, maladroit, etc., on peut être sanctionné pénalement. Et c'est à l'appréciation du juge, est-ce qu'il y a une faute grave qui justifie une condamnation. Et on a pu justement travailler ensemble en expliquant à des professionnels ou à des futurs professionnels de la montagne qu'ils ne peuvent pas mettre en avant que la fatalité. Bien sûr, la montagne est dangereuse, l'accident est toujours possible, mais à un moment, l'encadrant a une responsabilité, pas seulement humaine, mais aussi pénale. Et que s'il prend une mauvaise décision, s'il commet une imprudence, il peut se retrouver sanctionné. Certains pensaient que la montagne, c'est une terre de liberté, ou que le risque était réel. Bien sûr,
qu'il y a des dangers objectifs, des chutes de pierres, des avalanches, quoi qu'on fasse, mais il y a aussi des moments où il faut savoir faire demi-tour, savoir renoncer, pas prendre ce chemin-là. Et on sait que chaque année, il y a des morts. Je crois que d'ailleurs, j'ai vu qu'il est renvoyé devant le tribunal de Nice, là, ces jours-ci, un guide de haute montagne. Il y a eu 4 morts. Je ne sais pas si c'était une avalanche, une chute de pierre il y a quelques temps. Il va être jugé, je pense, dans quelques temps à Nice, je suppose, sur des fautes qui sont peut-être pénalement punissables. Et ça, dans tout métier, un médecin peut commettre une faute médicale. Si elle est banale, ordinaire, compréhensible, il n'y aura pas de sanction. Si elle est d'une certaine gravité, incompréhensible, là, il pourrait y avoir une condamnation. Et c'est pas mal parce qu'en France, le juge a une certaine latitude. On ne lui dit pas automatiquement, parce que des fautes, on peut tous en commettre. À tout moment, vous prenez votre voiture, vous avez votre portière, vous avez un cycliste qui va heurter votre portière. Bref. Mais il y a des fautes qui sont inacceptables, inexcusables, d'une certaine gravité, et c'est celle-là qu'on va punir. Sinon, heureusement, il faudrait juger la terre entière à la moindre faute. Et une petite faute, ça peut être de grands dégâts. Petite cause, grands effets. L'échauffement d'un camion, d'un poids lourd sous le tunnel du Mont Blanc, ça a causé plus de 40 morts. Et c'est pour ça qu'on le rappelle régulièrement, que ça paraît anodin s'il n'y a pas de blessés ou une faute, mais finalement, une erreur, un acte imprudent, une allumette, etc., peut entraîner les morts d'hommes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, jusqu'où la société accepte-t-elle le risque, accepter la liberté individuelle qui s'accompagne de risques, mais qui peut mettre en péril la vie des autres. On ne peut pas simplement dire c'est ma liberté, mais il y a aussi besoin que cette liberté soit encadrée. Et en France, on est beaucoup pour la liberté, mais plutôt sécurisée. Je veux aller en montagne, sur le Mont Blanc, mais je serais bien content qu'un hélicoptère vienne me récupérer, financé par la collectivité, et j'exigerais même qu'il y ait un hélicoptère. Ne me demandez pas de renoncer à ma course, à ma sortie, parce que je suis libre. C'est un peu le problème de la France. Je vais à l'autre bout du monde, mais il faudra qu'on me rapatrie si j'ai un accident en Afghanistan, en Amérique du Sud, etc. C'est un peu facile. La liberté s'accompagne aussi de l'acceptation du risque. Et dans les sociétés de confort comme la nôtre, on a un peu de mal. Et ça, c'est une situation qu'on rencontre dans la justice. À un moment, on demande réparation, ou les familles de la victime demandent une explication. Et notamment quand la victime est un enfant ou un jeune, on n'acceptera pas le risque. Vous auriez dû. Et plus plus la victime est jeune, moins les proches toléreront une erreur de l'encadrant, qu'il soit moniteur de ski, guide de montagne ou autre. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit à des professionnels, faites attention à ça. Même une société de remontée mécanique, soyez vigilants à l'embarquement sur les télésièges des enfants, parce que s'il y a un accident grave, il y aura une recherche de responsables. On ne pourra pas incriminer la fatalité ou le comportement peut-être désordonné du jeune. Il faudra prévoir possibilité que le jeune soit un peu agité, etc. Vous voyez, donc, et aujourd'hui, le seuil de tolérance est très haut, ou très bas, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on n'accepterait pas ce qu'on acceptait il y a 50 ans, que s'il y avait un accident, c'était la faute aux parents. Aujourd'hui, c'est la faute à un tiers, en général la collectivité, le maire, l'État, qui veut une responsabilité absolue et empêcher le risque, comme si on pouvait empêcher le décès accidentel qui malheureusement se produira tous les jours et à tout moment en France, et surtout dans les périodes d'été où il y a la montagne, la noyade, etc. Au nom de la facilité ou au nom de la passion, on ne fait pas toujours attention à l'analyse des bénéfices et des inconvénients et des risques qui doivent nous être toujours en nous lors d'une aventure ou lors d'une action quelle qu'elle soit. Alors nous, là, en ce moment, on était en train d'évoquer des prises de risques en temps de paix, mais on voit bien qu'en temps de guerre, les problèmes sont décuplés ou ne se posent pas tout à fait dans le même terme, parce que la mort est vraiment en ligne de mire en permanence. Oui, en effet. On parlait, et Jacques parlait tout à l'heure du Rwanda. Et comme par hasard, mes deux amis, il y en a un des deux qui poursuit son activité au-delà de la chute du mur. Au-delà de la chute du mur et au-delà des problèmes balkans.
de la partition de la Yougoslavie. Et finalement, il va se retrouver au Rwanda. Ça sera sa guerre de trop. Il en revient absolument déprimé. Et pour rejoindre un petit peu le monde de la montagne, les deux amis sont pratiquants d'alpinisme, mais c'est grâce à l'alpinisme que finalement, il y en a celui qui est le plus atteint par la dépression, c'est-à-dire le mari de l'avocate, va remonter un petit peu la pente. Mais oui, la mort est omniprésente, elle est omniprésente dans les faits de guerre. On n'en parle pas d'ailleurs, on parle en ce moment, on ne parle pas tellement des morts, de ces gens qui tombent quotidiennement sur le front ukrainien et russe. On parle des avancées des uns ou des autres, du matériel qu'on fournit, on va sauver le passage du blé ukrainien, enfin voilà ce qui est évoqué, beaucoup plus que ces jeunes qui tombent quotidiennement. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Là encore une fois, sans doute d'une idéologie et de haine ancestrale, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure des Balkans, le problème était le même, mais la résolution du problème était différente. Mais le problème était le même, c'est-à-dire que les Serbes qui avaient imposé leur vision aux autres ethnies se sont retrouvés à un moment donné contredits et fort heureusement ça a permis aux uns et aux autres de se situer. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle sur le front ukraino-russe est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de la population qui était pro-russe, qui était russophone également, et une autre partie qui était pro-européenne et qui parlait l'ukrainien. Et je pense qu'il faut respecter. Alors peut-être que plus tard on trouvera un arrangement, parce que l'histoire, les guerres s'arrêtent toutes. Et puis on finit même, là aussi, on peut réévoquer le devoir de mémoire, puisque non seulement elle s'arrête, mais on finit par oublier ce qui était la cause de tout cela. Il ne faut pas oublier, mais il faut aussi toujours retrouver les raisons de ces drames et de ces situations qui bouleversent le monde. Et en ce qui concerne l'Ukraine, on pourrait signaler l'excellent livre de Cédric Gras, Anthracite. Cédric Gras, qui est un reporter, qui est lauréat du prix Albert Londres et qui sera parmi nous le 12 août prochain au Parvis des Fils pour justement parler de son expérience d'écrivain, auteur des alpinistes de Staline, de Mao, de ce livre formidable qui traite des problèmes en Ukraine. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on veut que les sociétés progressent, il faut que chacun d'entre nous puisse faire œuvre de sérénité et de transparence, ce qui est certainement un vœu pieux et une utopie considérable. Mais je pense que c'est là encore l'honneur du juge que de pouvoir enquêter d'une façon à la fois à charge et à décharge, mais d'une façon toujours humaine. Et c'est ce que l'on peut constater à la lecture de Kolkhez, cette enquête d'un magistrat pour essayer de montrer quels sont les problèmes auxquels se trouve confronté le juge, qui reprend des enquêtes pour essayer de trouver la solution d'affaires qui ont été donc classées pour différentes raisons. Oui,
j'essaie d'ailleurs d'avoir une couverture un peu polar, parce que beaucoup de personnes sont amateurs, amatrices de polar, et l'intérêt c'était de montrer que la réalité dépasse la fiction. Comme Michel, j'ai vu beaucoup de cadavres. Et quand on est procureur, on en voit encore plus, puisqu'on va sur les scènes de crime, plus que comme juge d'instruction. Et quelquefois, je lis dans des auteurs de polar, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils peuvent avoir un talent de romancier, bien évidemment. Ils parlent savamment d'une autopsie, ils n'en ont jamais vu. Ils parlent d'une scène de crime, ils n'en ont jamais vu. Il y a une ambiance particulière dans ces moments-là, et que ce soit d'ailleurs un accident, une catastrophe. J'imagine que la catastrophe du plateau d'Assis, ça devait être terrible au moment quand on arrive, quand vous avez des dizaines de morts enfouis, etc. Mais ça peut être sur un homicide ordinaire. Il y a une sidération, puis il y a plein de choses qui se mettent en place, et j'ai essayé de faire en sorte que le lecteur, qui peut être un amateur de polar, pense qu'il peut être aussi, quelque part, concerné directement, soit comme victime, malheureusement, d'un crime, lui ou un de ses proches, auteur, ça peut arriver, plus qu'on imagine, être de mise en cause un jour dans un passage à l'acte, bon. Et puis, on peut être témoin, tout simplement, d'une scène, et on peut être juge. La particularité, c'est que tout citoyen français peut être juge en étant tiré au sort pour être juré de cour d'assises. Et là, c'est une autre paire de manches. Passer de la lecture d'un polar ou d'un film, d'un téléfilm sur le crime, à être un rôle de juge, et ça arrive à des centaines et à des milliers de gens chaque année, et finalement, c'est un autre regard. Et j'ai voulu que ce soit montré à travers la réalité d'affaires non élucidées, qui est un vrai sujet. On parle de l'affaire du petit Émile en ce moment. C'est un vrai sujet qui a toujours existé, qui aujourd'hui s'améliore parce que la science évolue et vient en aide. Et comme Michel, j'aurais aimé à une époque avoir l'ADN. Je pense qu'un certain nombre de crimes que je n'ai pas résolus seraient solutionnés aujourd'hui. La science évolue, on va vers des progrès considérables, où avec quelques cellules humaines, trouvées sur un support qui remonte à 30 ans, on pourra peut-être avoir le portrait robot de l'auteur du crime. C'est extraordinaire. Et ça va en s'améliorant, on peut aller très très loin, montrer que les choses peuvent évoluer, que malheureusement il y aura toujours des crimes, comme on le disait, et que tout citoyen peut être acteur, peut aider à la résolution d'une affaire, et que si ce n'est pas le cas, il faut aussi que l'institution judiciaire, la justice, soit plus humaine. Et les victimes, les familles reprochaient au monde médical à une époque sa froideur, son inhumanité, elles le reprochent. Il y a eu beaucoup de progrès dans l'hôpital à ce sujet. Elles peuvent reprocher encore aujourd'hui une trop grande froideur de la justice qui ne reçoit pas les familles, qui ne tient pas au courant, qui ne répond pas aux demandes, qui leur dit votre affaire elle est trop ancienne. Et j'en parle dans le bouquin où il y a des familles qui se sont envoyées balader alors qu'elles avaient perdu un proche en disant votre affaire, vous savez, j'ai autre chose à faire. La justice elle est prise par des centaines d'affaires, des milliers d'affaires urgentes, les violences urbaines, ce genre de choses, et elle oublie ces affaires anciennes qui peuvent être très graves. On parle de crimes de sang, de viols, de disparition de personnes. Comment améliorer les choses? Et j'ai contribué avec d'autres à ce que la loi change, que maintenant il y ait des magistrats spécialisés dans ces affaires anciennes, qu'il y ait une autre approche dans la relation avec les familles, et aussi d'expliquer à tout le monde que ce n'était pas en claquant des doigts, c'était pas en faisant appel à des médiums, à des magnétiseurs, à des devins et des mages qu'on va résoudre un crime, c'est au contraire en aidant, en comprenant, en facilitant le travail des uns et des autres, et que la dimension humaine, elle sera toujours nécessaire. Il ne faut pas imaginer que la science va se substituer à l'être humain. La science aide, renforce, aide l'intelligence artificielle, tout ça, ça offre des horizons considérables, mais à un moment, c'est l'être humain qui devra faire des déductions, faire des rapprochements. Il ne faut pas tomber dans le défaut qui consisterait à dire « Ah ben, puisque je n'ai pas de preuve scientifique, j'arrête tout ». Non, on peut solutionner une affaire sans preuve scientifique. Ça aide, ça peut être aussi un élément de preuve déterminant, l'ADN qui accuse quelqu'un, mais si on n'a pas d'ADN, c'est l'affaire de Chevaline par exemple, l'affaire a plus de 10 ans, on n'a pas d'ADN du meurtrier. Ça n'empêche pas que l'affaire pourra peut-être, même si ce sera difficile, être résolue. Donc c'est l'idée que le crime existera toujours, que tout le monde peut être l'auteur d'un crime et qu'un juré d'assises, il découvre avec consternation que le meurtrier qui a accusé du meurtre de 30 coups de couteau d'une personne âgée, ben c'est un gamin
qui ressemble à son fils, à son petit-fils. Il n'y a pas de tête de monstre. On a des gens qui ont des sales gueules, mais ce ne sont pas forcément l'auteur des pires crimes. Et que si vous regardez le physique des tueurs en série, c'est plutôt des beaux mecs. Pas tous. Pas tous. En tout cas, des individus avec un visage ordinaire. Même certains étaient plutôt genre beaux mecs. Ted Bundy, qui a tué une trentaine de femmes, c'était un playboy. Donc, il faut se garder des idées toutes faites et de se dire qu'à un moment, une simple révélation, un signalement, quelque chose va permettre peut-être d'apaiser une famille qui, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, peut-être espérera toujours. Le pôle de Nanterre instruit un dossier qui remonte à 1972, la disparition d'une famille en Charente, en 1972. Il y a quand même assez peu de chances qu'on résolve cette affaire. Peut-être que la famille, d'ailleurs, est morte accidentellement, on ne sait pas. C'est peut-être un crime, mais on laisse un espoir. Et je trouve bien, dans une société moderne comme la nôtre, et la France maintenant est en pointe, qu'on puisse dire qu'on ne referme pas un dossier, comme nous l'avons fait dans le passé, parce qu'on n'avait pas de possibilité d'aller plus loin, et qu'on ne renvoie pas d'un revers de main à la famille en disant, vous savez, votre affaire, j'ai plus urgent à traiter, en gros, j'ai une affaire de trafic de drogue à traiter, de cambriolage, qui sont intrinsèquement moins graves qu'un crime terrible, sachant que l'auteur d'un crime a pu commettre d'autres crimes. Et on l'a vu avec Nordal-Lelandais, et on l'a vu avec Fourniret, et beaucoup d'autres. Donc, il est d'intérêt public qu'on y mette le meilleur soin pour traiter ces dossiers. Et en tout cas, aujourd'hui, la France est vraiment en pointe dans le monde. On peut encore progresser pour se préoccuper de ces affaires anciennes. Toujours respecter la douleur de l'autre. Et il y a des deuils impossibles, il faut le comprendre. Et il y a aussi des deuils qui cheminent depuis la révolte. On l'a vu tout à l'heure en parlant des suites du procès du Grand Bornand à la résignation. Mais en tout cas, il n'est pas jamais possible d'oublier ces moments forts d'histoire personnelle ou collective. Auriez-vous des questions à poser à nos invités? Oui, Isabelle. J'en ai plein. Je parle fort, tout le monde m'entend. Oui, c'est bon. On reformulera. Ouais. J'ai une petite porte, j'étais prof d'histoire géo, donc je vais parler très fort dans les salles de classe. J'ai beaucoup de questions parce que cette conférence est particulièrement intéressante et très variée. Je vais déjà poser une question à M. Vallès, que je connais le cimetière du Grand Bornand. En fait, on l'a indiqué, c'est un autre collègue qui est allé sur ce cimetière et il y avait des gens qui venaient sur ce cimetière et qui m'avaient édité une brochure que je lis. Et je suis très intéressée par ça pour multiples raisons. Je suis franco-allemande. Ma mère est née en 1924 en Allemagne. Donc tout ce que vous avez dit ne peut que m'intéresser. Et c'est aussi une raison pour laquelle je fais des études d'histoire. Donc je suis allée dans le cimetière, j'ai eu énormément de mal à trouver. On m'avait pourtant indiqué, il n'y a aucune pancarte. Il y a même un feu-pense garé. Et j'ai été touchée, sachant quand même que la milice, je l'ai étudiée, j'ai fait une thèse avec Jean-Baptiste Durosel sur ce thème un peu. Et je me suis trouvée confrontée à ces tombes et aux âges. Vous avez parlé de jeunes, 16 ans, 17 ans, voire moins. Je crois qu'il y en avait une qui avait 15 ans. Non, c'est 16 ans. C'est 16 ans, plus jeune, 16 ans et 30 ans. Et je pense que le Grand Bornand a effectivement une forme de culpabilité qu'ils n'ont pas besoin d'avoir d'ailleurs. Ils ont les Villiers à côté, ils ont les deux penchants. Ils ont le maquis et ils ont la milice. Mais ce que vous dites également sur l'uniforme qui crée des monstres, moi, entre guillemets, c'est vrai, je suis une fan d'un film qui s'appelle Divel, La Vague, qui est un livre américain, d'un Américain, mais qui a été fait par un cinéaste allemand et qui m'a pétrifiée, qui m'a montré que tout pouvait recommencer, comme vous l'avez toujours dit. Tout peut recommencer. Mais là où je suis très inquiète également, c'est au niveau de la justice. Et quand vous avez parlé de la justice des vainqueurs, je voulais vous demander ce que vous pensiez du tribunal pénal international et de la valeur qu'aurait ce tribunal pénal international qui était quand même créé sur les bases de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, pour juger par exemple ce qui pourrait se passer en Ukraine. Il y a encore des tas de cas qui ne sont pas toujours
la Serbie, vous avez parlé également de cette triste guerre de l'ex-Yougoslavie. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce tribunal pénal international et de ce qu'il peut faire. La Cour pénale internationale n'est pas reconnue par tous les pays, voilà. Les Américains notamment, qui savent que leur présence à l'étranger pourrait être critiquée sur le plan des crimes contre l'humanité. Donc c'est pas une juridiction universelle reconnue par tout le monde. On en parle pour éventuellement juger Poutine. Est-ce qu'il ne faudra pas une juridiction spéciale? Parce que là, on lui reproche plutôt le crime d'invasion. Enfin, c'est pas forcément, on n'est pas sur des crimes contre l'humanité. Que toute guerre a ses débordements sur les civils, notamment. On pourrait incriminer pour crime, mais c'est pas un crime contre l'humanité. Il ne faut pas galvauder l'expression non plus, hein. Parce que c'est un peu le danger, ça. Bon. Et c'est un progrès, hein, depuis Nuremberg 1945. Il y a eu on a jugé au Rwanda, enfin en Tanzanie, des auteurs, quelques-uns. Il y a eu des procès pour l'ex-Yougoslavie, etc. La communauté internationale essaye, mais c'est jamais simple de faire accepter, encore une fois, la loi des vainqueurs. Et de juger qui? Vous jugez les dirigeants, vous jugez des sous-fifres. Vous ne pouvez pas juger tout le monde. Le Rwanda, c'est des centaines de milliers de, comment on appelle ça, perpetrators, d'exécuteurs. Vous ne pouvez pas juger des centaines de milliers de personnes à un moment. Donc vous allez juger qui? Certains dirigeants, pas d'autres, ceux qui ont pu fuir, ceux qui sont réfugiés au Rwanda en France. Il y a encore des procès à programmer de gens qui sont réfugiés. Donc il y a toujours un tri sélectif qui n'est pas toujours accepté, mais on ne peut pas tomber dans le mythe d'une justice totale, parfaite, universelle, rapide, qui jugerait tout le monde. C'est matériellement impossible. Les Alliés ont été confrontés entre 1945 et 1950. Il y a eu beaucoup de procès gérés par les Américains, gérés par les Anglais, par les Français aussi, par les Russes, en Pologne notamment. On a exécuté beaucoup de monde, jugé beaucoup de monde, mais pas tout le monde. Tous ces gens qui sont partis, Mengele et beaucoup d'autres, on ne les a jamais jugés, parce qu'ils ont eu la chance de fuir. Et évidemment, c'est un sentiment d'injustice pour les proches. Pourquoi certains ont échappé au châtiment? Pourquoi d'autres, des sous-fifres, ont été condamnés? Touvier, il a été jugé des années plus tard, on en parlait, grand chef de la milice. Il aurait été exécuté en 1945, c'était certain. Il ne l'a pas été. Il est mort en prison. Barbie, Klaus Barbie, c'est pareil. Et donc, il y a un moment, moral et droit, ça ne va pas ensemble. On peut avoir moralement raison et juridiquement tort, ce qui est difficile à accepter. Parce que l'affaire elle est trop ancienne, parce qu'elle est prescrite, parce qu'elle est couverte par des règles de procédure. C'est humainement inaudible quand on vous oppose une règle de droit. Quand une famille est pleurée, on leur dit, vous savez, le meurtrier de votre fille, l'affaire elle est clôturée, elle est prescrite, on ne peut pas revenir en arrière. C'est inaudible ça. Parce qu'elle ne peut pas le comprendre. Et on ne peut pas rendre imprescriptibles tous les crimes. Sinon on jugerait, pourquoi pas, des crimes commis il y a 150 ans, avec des auteurs morts. On ne peut pas rester dans une espèce de maximalisme qui ne serait pas forcément très sain d'ailleurs, hein. Une société en conflit permanent. D'ailleurs, Pompidou et d'autres à l'époque étaient contre le jugement dans les années 70 des crimes, parce que pour eux c'était raviver des plaies qui auraient mérité eux considéraient qu'il fallait étouffer ces affaires. Hein. Même Mitterrand avec l'affaire Bousquet et compagnie, il y a eu des positions qu'aujourd'hui un chef d'État ne pourrait plus adopter. On disait qu'il fallait arrêter la rivalité, les conflits franco-allemands, il fallait éviter de les raviver à part ce genre de choses. Donc aujourd'hui on est au contraire peut-être dans l'excès inverse, on voudrait juger tout le monde. Hein. Le prêtre pédophile qui a sévi il y a 45 ans, le mari violent, etc. Vous voyez, et est-ce que c'est raisonnable? Sauf à emboliser la justice, qu'il est déjà pas mal, sauf à lui conférer une mission impossible. Si vous avez été abusé sexuellement, vous avez 60 ans, si vous avez été abusé sexuellement à 15 ans, et qu'à 60 ans, vous dites « je dépose plainte », comment va-t-on démontrer la réalité de ce que vous avez vécu? On ne va pas vous croire sur parole, et heureusement, parce que la justice ne croit personne sur parole. Donc on va vous faire croire quelque chose qui peut-être ne sera jamais satisfaisant, parce que finalement, l'affaire sera peut-être classée, on ne pourra pas, et ça va être une souffrance pour vous. Et donc, à un moment, attention à ne pas tomber dans une forme de terrorisme judiciaire. On voudrait juger tout le monde, condamner tout le monde sur une simple accusation. Si vous accusez votre mari de vous avoir frappé, on voudra des explications, des preuves. Vous voyez, on ne va pas condamner illico votre mari. Si Michel, on me dit que chez lui, il y a 10 kilos de cannabis, on ne va pas immédiatement envoyer les gendarmes à 6 h du matin pour chercher le cannabis, parce qu'il peut être victime d'une accusation. Je vais te rassurer tout de suite, j'ai des voisins
dont l'un est un vieux paysan savoyard et l'autre quelqu'un de manifestement plus jeune qui cultivait du pavot ou des herbes pour arriver dans le centre-ville. Comme quoi? Et un jour, un ballot de pavot est arrivé dans le champ du vieux paysan savoyard et il a voulu aller dénoncer son voisin. Mais un autre voisin lui a dit bah, écoute, il faut voir ce qu'on a trouvé toi dans ton jardin, donc il faut que tes terres. On a toujours quelque chose à se reprocher finalement. Et à un moment, c'est la vérité impossible. Même si vous avez vécu un moment de souffrance et que ça vous a ruiné, mais il y a un moment, le temps passe tout. On parle de la vertu pacificatrice du temps. Le temps fait disparaître des preuves, des traces. Ça, c'est le pouvoir destructeur du temps qui fait disparaître des choses, mais c'est aussi pacificateur. On a tous des deuils familiaux et le temps, heureusement. Et vouloir constamment être dans la recherche de châtiment, de punition, il y a peut-être une issue, aujourd'hui on en parle en ce moment, la justice restaurative. Oui. C'est-à-dire de ne pas chercher forcément la condamnation, le châtiment, mais d'essayer de faire en sorte que l'auteur des faits, la victime, puisse se parler. Des excuses, des choses, ce qu'ont fait d'ailleurs les Africains du Sud, hein, pour essayer de faire même des tueurs qui s'excusent auprès de leurs proches. Ce qui n'est pas évident. Hein. Est-ce qu'on se contentera de simples excuses? Mais on ne va pas condamner à mort ou condamner à perpétuité tout le monde. Et c'est ça, aujourd'hui, on est un peu dans l'excès, la démesure, dans la recherche de coupables à tout prix. Et c'est une mission absolument impossible qu'on donne à l'institution judiciaire qui ne pourra pas y répondre. Et ce serait très malsain, encore une fois, de demander à des nonagénaires ce qu'ils ont fait il y a 60 ans, etc. Et le doute, c'est une grande règle des démocraties judiciaires, doit profiter à l'accusé. Le doute profite à l'accusé. Il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison, c'est Voltaire qui l'a dit. Si vous inversez ça, et dans les États totalitaires, c'est qu'il vaut mieux un innocent en prison qu'un coupable en liberté. Nous, heureusement, ce n'est pas tout à fait la même chose, et tant mieux. Voilà, il y a même des percussions plus là. J'avais aussi un dernier truc à vous parler de justice. Est-ce que je ne sais pas si c'est ce que je l'ai lu ou je l'ai rêvé, mais est-ce qu'il est vrai qu'il pourrait ne plus y avoir de jury populaire en cour d'assises? Plus de jury populaire en cour d'assises. Oui, c'est déjà le cas depuis le 1er janvier. Il y a ce qu'on appelle les cours criminelles, Voilà. c'est-à-dire uniquement pour les affaires punies de 20 ans de prison, c'est-à-dire les viols. C'est quand même un crime. Les viols, voilà, qui restent des crimes, qui sont jugés aujourd'hui, si l'auteur n'a pas été condamné antérieurement, par des 5 juges sans juré. En revanche, les crimes de sang, meurtre, assassinat, ou les crimes de violeurs récidivistes restent jugés par une cour d'assises avec juré. Et si vous faites appel du verdict d'une cour criminelle sans juré, elle passera devant une cour avec juré. D'accord. On garde les jurés. Tout ça, c'était fait pour accélérer, parce qu'il y a beaucoup d'affaires et que c'est compliqué d'avoir des jurés. Il y a eu l'effet Covid qui s'est passé ces dernières années. Ce n'est pas par laxisme ou par besoin de sévérité supplémentaire, c'est la raison première, c'est pour accélérer les choses. Ce n'est pas complètement fait d'ailleurs, mais ça ne ruine pas le rôle de la cour d'assises avec juré pour les affaires les plus graves, évidemment. D'autres questions? Oui, rapide. Puisque vous êtes des professionnels, comment lutter contre les sentiments d'impunité vis-à-vis souvent de délinquants qui répètent leurs actions, qui ne sont pas finalement condamnés à rien, qui persistent dans leur tort vis-à-vis de la société. Comment lutter? Moi, je prends mon exemple, j'ai le sentiment parfois que ces gens-là vivent dans une certaine impunité qui est révoltante pour moi, en tant que citoyen correct, carré. Comment lutter contre le sentiment d'impunité qui paraît injuste aux citoyens? Oui, avec la justice qui doit prendre son temps. Je peux essayer de répondre, Oui, même si je ne suis pas sûr que mon point de vue soit parfaitement partagé. Je crois aujourd'hui qu'on a un vrai problème d'exécution de peine. D'ailleurs, le juge le plus important aujourd'hui, vous faites un délinquant passe devant un tribunal, 3 juges. 3 juges, enfin, ou un, suivant le délit qui a été commis. Il va prononcer une peine de prison. Il va prononcer une peine de prison après avoir regardé le casier judiciaire qui
comprend déjà un sursis ou un travail d'intérêt général ou une autre peine. Il va prononcer cette peine de prison, il va dire, ben voilà, les faits me paraissent relativement graves, je vous condamne, vous êtes condamné à 2 ans d'emprisonnement. Voilà que l'affaire, 2 ans d'emprisonnement, va être remise entre les mains d'un juge d'application des peines qui va pouvoir l'aménager. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le sentiment d'impunité vient du fait qu'on n'arrive plus à donner de réponse pénale. Alors, je ne sais pas si Jacques sera d'accord avec moi, mais on n'arrive plus à donner de réponse pénale précise et qu'on sache, le petit délinquant qui arrive pour la xème fois, d'abord il a un sursis simple. Après, on va dire, c'est quand même plus grave, on va lui mettre un sursis mise à l'épreuve, donc avec quelques obligations. Le type, il va sortir et il va dire, bah, je les ai eus. Je les ai eus une fois de plus. Donc, il va falloir retrouver des réponses claires et précises. Alors, là où on ne va peut-être pas forcément me suivre, c'est que je pense que la réponse claire et précise consiste en une réforme globale de la peine d'emprisonnement, de la diminuer et de la faire exécuter. Et de la faire exécuter d'une manière, non pas avec télévision, portable et tout ce qui s'ensuit, mais de la faire exécuter de façon monacale, mais de façon non désocialisante. C'est-à-dire que une peine de prison, pas de sursis, 8 jours. 8 jours où on a de la promenade, mais on n'a pas de contact avec le caïd du coin qui va vous dire qu'on peut gagner beaucoup plus facilement sa vie. On peut rouler en Merco ou en BM, il suffit de faire ceci ou cela. Non, pas ce genre de contact, pas de contact, éventuellement avec un personnel éducatif, avec le personnel pénitentiaire présent, très très court, non désocialisant, mais exécuté. Et surtout, ne pas laisser croire qu'on peut échapper. Voilà. Voilà. Et une question? Oui, pour parler de ce que vous vouliez dire, là on rentre dans le problème des structures. Parce que leur faire faire cette peine de prison, oui, mais où? Ah oui, non, mais après, si on tout le système mais je vous réponds, il suffit de diminuer les peines, la loi va les diminuer, et puis on va rapidement libérer des places. Ah oui, c'est sûr. Il y a eu il y a quelques années un secrétaire d'État au programme immobilier de la justice. Alors on a là quelques friches sénatoriales qui pourraient peut-être... En tout cas, si vous n'avez plus de questions, je voudrais vraiment demander à nos amis un mot de conclusion pour ne pas oublier que ce soit le sacrifice de Marie-Louise Sutter, que ce soit le supplice des malpartis ou la souffrance des martyrs. Quel message on peut transmettre aux générations suivantes et surtout aux élèves qui nous écouteront? Très bien, merci beaucoup. Juste un mot de conclusion, je crois que c'était ce que souhaitait Michel. Alors merci pour cette invitation et cet échange très, très sympa, très intéressant. Ouais, je crois que malheureusement on est tous confrontés à ces problématiques, la mort criminelle, la mort accidentelle, la mort idéologique. C'est la vie, la mort, c'est aussi ça. Et Michel parlait du devoir de mémoire, c'est faire en sorte que des générations actuelles qui sont gorgées d'informations, qui zappent, qui changent de programme, qui voient les choses à toute allure, qui ont peu de mémoire. C'est difficile de garder dans sa mémoire autant d'images, autant de choses comme ça. Et on parle aujourd'hui des sauvageons, ce genre de choses, même s'il y a toujours eu dans l'histoire des gens qui pouvaient commettre des actes terribles, de faire en sorte que les jeunes, pour lesquels c'est du noir et blanc, toutes ces questions, c'est vieux, c'est ancien, ça ne leur parle pas, s'en souviennent, d'où le rôle des enseignants. C'est toujours pareil, c'est pas si facile d'intéresser. J'ai vu que quelquefois les rescapés des camps, alors il n'y en a plus beaucoup,
arriver à faire passer des émotions. C'est des vétérans du débarquement. Donc c'est difficile quand ces gens-là seront plus là, de montrer des documentaires en noir et blanc, ce genre de choses. Et heureusement, il y a des récits, il y a des livres, et c'est toujours intéressant de laisser quelques petites traces. Et c'est là que toute la société a un vrai rôle. Et que dans les salons, dans les conférences, on puisse justement revenir. Ce qui des fois me navre un peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Quand on fait des colloques, des conférences, même à des heures correctes, on va dire, comme si ça ne les concernait pas. Et c'est difficile de les faire venir. Alors on peut les faire venir de façon obligatoire dans une classe, c'est bien, mais quelquefois on aimerait, il ne suffit pas de les faire venir à Auschwitz, de faire visiter Auschwitz, de se rendre compte de la réalité. Ça c'est un effort de toutes les personnes, des associations qui peuvent jouer un rôle, de l'éducation nationale évidemment, de la justice, dont j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus pédagogique, un peu plus des parents. Alors voilà, le rôle des parents, de rappeler le devoir parentaux. Être parent, c'est des devoirs, n'est-ce pas? Voilà, il faut réactiver ce qu'on appelait l'instruction civique à une époque. C'est un mot qui paraît vraiment has-been, mais voilà. Et en tout cas, merci pour ce moment très agréable, Michel. Oui, je renchéris. Je suis parfaitement en harmonie avec ce que vient d'exprimer Jacques. Notamment sur la nécessité de redonner aux parents le goût de l'éducation et de l'éducation, d'apprendre aux enfants à respecter un certain nombre de règles plutôt que d'être dans la déréliction permanente. Voilà. Je voulais terminer sur une note en guise de conclusion, une note un petit peu différente. Alors, si vous le permettez, je vais vous lire une demi-page de ce monologue d'un sac à dos. La dernière fois qu'il s'est rendu à la déchetterie, il est passé tout près de moi et m'a jeté un regard apitoyé. Vraiment, c'est le terme, apitoyé. Il avait une mine condescendante. J'y soupçonnais même un peu de tristesse. J'ai cru un instant que c'était la fin de mon voyage, que j'allais finir là, dans les encombrants. Ce fourre-tout de ce qu'on ne peut même plus refourguer sur le bon coin ou sur un vide-grenier. Je connais car ces derniers temps il m'a souvent emmené là-bas à la déchette. Peut-être pour que je m'y habitue un peu, comme les gens qui vont au cimetière, histoire de voir de leur vivant ce qui sera leur dernière demeure. Bon, peut-être que ce n'était pas là son intention, il m'a tant promené partout. Pendant très longtemps, nous étions presque inséparables, mais c'était il y a longtemps. Depuis, il en a coulé de l'eau sous les ponts qui enjambent torrents, rivières, fleuves d'ici et d'ailleurs. Il me laisse choir. Là, dans son garage, m'adresse de plus en plus rarement la parole. Je sais bien qu'il m'a laissé tomber, qu'il en a pris un autre. Mais plus jeune, plus adapté. Mais tout de même, morbleu, lui aussi, il a pris de l'âge. Voilà, j'arrête là. Écoutez, je voudrais vraiment vous remercier de votre présence et remercier vraiment très chaleureusement nos invités, Jacques Dallest et Michel Turc, qui nous ont vraiment montré qu'il ne fallait pas désespérer de l'homme, mais qu'il fallait vraiment cultiver une culture du doute et de l'éthique, qu'il fallait toujours respecter la dignité de l'autre, parce que c'était aussi se prémunir contre les exactions de l'autre, et puis donner toujours autant sa vertu pacificatrice. Je pense qu'il serait important de transmettre comme message de donner aux plus jeunes le goût de vivre ensemble, toutes générations confondues, et surtout de ne pas oublier l'histoire, que les pages de l'histoire soient belles ou qu'elles soient terribles ou qu'elles soient d'une férocité sans nom. Il est toujours important de comprendre et d'essayer de voir quels ont été les déterminants qui ont conduit les hommes à déraper dans des dérives passionnelles ou en revanche fondées sur un espoir de liberté. En tout cas, il est sûr que l'engagement qui doit être le nôtre doit toujours se faire sans marchandage, mais dans le sens d'une réciprocité, et surtout en évitant toute humiliation inutile, et vraiment surtout sans jamais oublier de lire, sans jamais oublier de lire les ouvrages de nos invités, donc Code Keyes,
l'épuration en Haute-Savoie, un ouvrage vraiment remarquable et vraiment documenté. Le guide et le procureur pour toute personne qui s'intéresse aux prises de décision et à l'engagement des responsabilités. Et puis les romans de Michel Turc, le photographe, La vie malgré elle de Marie-Louise Sutter. Et puis les mémoires de son sac à dos, dans lequel vous retrouverez tous ces manuscrits et surtout ces dossiers en cours. Voilà, merci de votre présence. Parfait.